Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la chance inouïe d'avoir avec moi Charline Caron, qui est coach en communication, spécialiste également de charisme et auteur de ce livre dont on va parler plus tard. Je ne le révèle pas encore. Donc, Charline, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, traditionnellement, comme dans ce podcast, te présenter ton parcours, d'où tu viens, où tu vas, et comme ça, on aura une petite idée de qui tu es. Ok, avec plaisir Nicolas, je te remercie pour cette invitation, je suis très heureuse d'être là avec toi. Alors si je dois raconter mon parcours, il va y en avoir pour un moment, donc je vais la faire en version courte. Donc oui, comme tu le disais, je suis coach en prise de parole et charisme et formatrice en communication, alors interpersonnelle, tout ce qui est communication, quand on est deux ou plusieurs et que ça pose parfois problème. Et j'imagine qu'on va creuser le sujet, mais voilà, en tout cas un métier passionnant. Je m'étais jamais imaginé faire ça, vraiment pas. Je pensais avoir une vie classique au départ. Qu'est-ce que tu pensais, qu'est-ce que tu as commencé par faire alors au début quand tu as fait tes études et tout ça? Alors ça a démarré, si tu veux, la trajectoire a bougé au collège quand j'ai eu des problèmes de santé. Il y a des problèmes de cervicales, de dos, et donc ça a atteint mon système nerveux et j'ai eu un état général. Du coup, tu te tiens droit. Mais donc, si tu veux, j'ai eu un état général catastrophique pendant des années. Et au départ, je voulais faire médecine, tu vois. Et alors, je voulais faire de l'humanitaire. Je voulais sauver le monde. Forcément. Et finalement, avec tous mes problèmes de santé, je voulais plus faire médecine. Je savais pas ce que je voulais faire, mais en fait, tout a été chamboulé à partir de l'adolescence. D'accord. Et ensuite, tu veux savoir la suite? Oui. J'ai fait mes années de lycée par correspondance. Okay. Parce que j'avais des problèmes de vertige, de fatigue chronique, de douleur dans le visage, les bras, les jambes, le dos. Et donc, finalement, j'étais incapable d'aller à l'école de manière classique. Ah oui. Donc, 16 ans, déscolarisation, CNED, le lycée à la maison. Lycée à la maison. Et donc, le bac en candidat libre. D'accord. Alors, comment ça se passe? Alors, surtout à l'époque, tu sais, il n'y avait pas trop Internet. Tu reçois un carton en septembre, 2 gros cartons. On t'envoie 2 gros cartons avec tous tes livres et tes cahiers d'exercice et on te dit « bonne chance !» Donc, je pense que ça a été une première expérimentation de la nécessité à être discipliné, à se motiver et à vaincre, tu sais, ces moments où soit tu as la flemme, soit tu dis de toute façon je ne vais jamais y arriver. Et donc, ça a été, avec le recul, je réalise que ça a été l'apprentissage pour moi de toutes ces notions dont on parle en dev perso. Ok. Et tes parents, ils ont joué un rôle dans cette époque-là? Bah oui, parce que si tu veux, le corps enseignant, l'école ne comprenait pas ce que j'avais. Nous-mêmes, moi-même, j'ai mis du temps les médecins ont mis du temps à comprendre le lien entre tous mes symptômes. Donc pour eux, c'était que je n'avais pas envie de travailler ou que c'était bizarre, que j'étais anxieuse. Enfin, tu sais, ils ne comprenaient pas. Et du coup, c'est écoutez, il faut qu'elle fasse un effort, sinon nous, on ne peut pas, quoi. On ne pouvait pas s'adapter. Donc, avec mes parents, on a discuté, on s'est dit, la seule option, c'est le CNED. À l'école, ils ont dit à mes parents qu'ils faisaient la plus grosse erreur de leur vie de me déscolariser. Que jamais je devrais quitter le cursus classique. Et en fait, c'était le contraire, heureusement. D'accord, ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien sur le moment, non, mais j'étais en mode pas d'autre choix, quoi. C'est faire avec les symptômes, les douleurs, la fatigue, et se dire que dans tous les cas, il faut avancer, il faut le bac, il faut, tu vois, le truc, le mode survie. D'accord. Et après le bac, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je voulais plus faire médecine, du coup. Et je suis allée en BTS esthétique pour tout ce qui était soins du corps, etc. Je voulais travailler dans les spas. J'ai fait énormément de stages dans les spas. Je me suis régalée. Et puis, j'ai découvert l'ostéopathie pour moi, ce qui m'a énormément aidée. Et donc, la révélation. Je veux faire des études d'ostéopathie. Je veux devenir ostéopathe. Et donc, à fond, comme d'hab, bulldozer, je décide de commencer une école d'ostéopathie. Et en parallèle, une école de médecine traditionnelle de chinoise en cours du soir. Sachant que j'étais extrêmement fatiguée, etc. Donc, je me suis démenée vraiment. Le matin, j'étais en mode warrior, tout le temps. Et 3e année d'études, sur 6 années, je vois que je ne peux pas tenir. C'est trop dur. Ma vie ressemblait à un combat. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas une vie, ça. Et puis, en essayant de voir plus loin, je me suis dit, mais attends, même si j'arrive au bout de mes études, je ne pourrais pas travailler dans cet état. Je ne pourrais pas m'occuper des autres. Donc, il y a un problème. Oui. Et le problème, il était lié au fait que tu faisais les deux en même temps ou
Est-ce que c'était même l'un des deux, ça t'a finalement un peu... Non, si tu veux, j'avais des ambitions qui étaient à un haut niveau, parce que j'étais passionnée, et j'avais un état qui était catastrophique. Même pour avoir une vie, on va dire, totalement classique, c'était déjà une épreuve. Descendre, aller acheter du pain, j'étais déjà crevée, quoi. D'accord. Donc, à un moment donné, c'était terrible. J'avais le décalage entre ce que je veux faire, ce que je veux devenir, la vie que je veux me construire, et mon état à l'instant T qui est catastrophique. Donc, j'étais extrêmement déçue, triste, tout ce qu'on peut imaginer, en colère. Ouais. Donc là, ça a été la période du néant. Du néant. D'accord. C'est-à-dire... Alors, la période du néant, c'était au départ, je suis allée voir la direction avec mes parents de mon école. Et tu vois, j'étais très ferme. De toute façon, je n'abandonne pas. Je fais juste une pause. Et dans un an, je reviens. Sauf que mes problèmes nécessitaient beaucoup de rééducation, de temps, etc. Puisque c'était des problèmes de vertèbres qui avaient été figés suite à un accident. Et donc, ça faisait des années que mon corps essayait de compenser. Donc, ça ne pouvait pas se résoudre en quelques mois. Donc, au départ, j'étais là, déterminée. Je vais me soigner et puis je vais revenir. Puis, au fur et à mesure, peut-être tu prends du recul. Tu te dis, attends, mais non, ça va prendre plus de temps. Et puis, est-ce que vraiment je veux retourner au front comme ça, tu vois ? Est-ce que vraiment je veux encore vivre dans cet état de... Je dois me battre, je dois y aller, tant pis, tu vois ? Là, j'ai commencé à cogiter. Et là, j'avais 25 ans. Et je me suis dit, bon, je peux pas, en fait. Voilà, j'y retourne pas. Voilà. J'en étais là. Au final, tu voulais pas... Au fond de toi, maintenant, avec le recul, tu dis peut-être que tu voulais pas y retourner depuis le début, mais c'était juste une façon de faire... de quitter en douceur le processus. Je pense que quand le directeur m'a dit « Mais vous êtes sûr que vous pourrez revenir dans un an ?» Je pense que je le savais que c'était impossible, que j'étais à un tel niveau de fatigue et de handicap qu'un an ne suffirait pas. Mais je me suis accrochée à cette lueur d'espoir parce que je ne voyais pas d'autre option à ce moment-là. Ouais, il fallait que tu prennes du recul avant de... Ouais, c'était pas... Je pouvais pas entendre ça. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce développement ? Et ben ensuite, quand je te dis que j'étais dans le néant, c'est que tu dis, ben voilà, j'ai 25 ans. Ok, ça fait 10 ans que je me bats contre mes problèmes de santé, que je suis complètement hors système. J'ai eu mon bac, voilà, je me suis arraché, j'ai eu le bac. J'ai eu mon BTS, pareil, j'étais absente 50% du temps. Et je rattrapais, voilà, tu sais, vraiment en mode survie. Ok, t'as un bac, t'as un BTS, mais t'es complètement épuisé. T'es entre ton lit et ton canapé. T'as pas d'avenir, tu sais pas ce que tu vas devenir. En gros, je me disais, mais tu sers à rien, quoi, dans ce monde. Tu vois, c'est dur, hein. Ouais. Je dis, mais t'es là, tu te bats depuis 10 ans, ça va pas mieux, tu trouves pas d'option. Qu'est-ce que tu fous là, en fait ? Et là, donc, j'ai commencé à chercher. Peut-être qu'il y a quelque chose, tu vois, un truc, je sais pas. J'ai encore cette lueur d'espoir qui était là, tu vois, heureusement. Et donc, je vais dans une librairie à Lyon, place Bellecour. Et à l'époque, le développement personnel, c'était pas du tout connu. Et puis, je vois une toute petite étagère, tu vois, vraiment truc. Puis, je vois des trucs sur la réussite, machin. Je dis, ah tiens, c'est pas mal ça pour quelqu'un qui est complètement perdu dans sa vie et qui est désespéré. Et puis, je tombe sur un bouquin qui s'appelle « Le pouvoir de la pensée constructive ». Il me semble que c'est ça le titre. Tu vois, même le titre. Napoléon Hill. D'accord. Donc, il est plutôt connu pour Réfléchissez et devenir riche. Mais moi, je tombe sur ce bouquin, un gros bouquin. Bon, ok, je l'achète. Je le lis. Je comprends rien. Parce qu'en plus, tu sais, c'est écrit à l'ancienne. Exactement. C'est pas les plus facile à lire. Exactement. Et je comprends rien, mais je sais pas, il y a un truc, tu vois. Il y a un truc nouveau. Je me dis, personne m'a jamais parlé de choses comme ça. Ouais. Tu vois. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais attends, tu sais, j'aime bien quand ça décante, puis d'un coup, ça percute. Je me dis, mais attends, ce qu'ils sont en train de me dire là dans ce livre, c'est que même si rien ne va, rien ne te convient dans ta vie, même si tout semble désespéré, quelque part, on a la possibilité en nous de tout refaire, de tout reconstruire, tu vois, de créer ce qu'on veut. Et là, je me dis, bah, c'est parfait. Ça tombe bien. C'est exactement ça. Ouais. Ma vie est une catastrophe. J'ai 25 ans, je suis censée être à fond, voilà, je me sens vraiment nulle, rien ne va. Mais avec ce livre, je comprends que je peux créer la vie que je veux. Ok, c'est parti. Donc c'est Napoléon Hill. Voilà, et là, le déclic de ma vie. D'accord. Et donc, bah là, si tu veux, je me suis dit, ok, alors, on va prendre les choses une par une. Quel est le problème de ma vie ? C'est que mes problèmes de santé m'empêchent de travailler de manière classique. Donc,
quelle option j'ai? Devenir entrepreneuse. Comme ça, j'ai plus de problèmes de boss, justifier des absences, de stresser, de machin. Je vais être ma propre boss. C'est une option. Voilà, tu vois. Donc j'arrive voir mes parents, parce qu'à cette époque, j'avais plus beaucoup d'entourage. Et je leur dis, papa, maman. On est de la même génération. C'était pas à la mode à l'époque d'être entrepreneur. Ah oui, non. Aujourd'hui, sur les réseaux, c'est cool. C'est vrai. C'est genre, t'as l'impression d'être salarié, c'est naze. Mais non, à l'époque, c'était genre, ah bon, pourquoi tu fais ça? Moi, on m'avait regardé genre, pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais t'as tellement raison, c'est vrai. Et ils venaient juste de mettre en place le mode auto-entrepreneur. C'était tout nouveau. D'accord. Et c'était pas connu. Et donc, je dis à mes parents, on est sauvés. Enfin, je suis sauvée. Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que j'avais même une carte handicapée, machin, tu vas aller voir Cap Emploi, nanana. Ils cherchaient, tu sais, pour me protéger, un petit travail, un petit truc, tu vois. Et moi, je leur dis, non, pas du tout, je vais créer une entreprise. Je vais être chef d'entreprise. Comme ça, plus besoin de justifier quoi que ce soit à personne, je fais comme je veux. J'aurai des comptes 40 à moi et aux clients. Voilà. C'est beau le fantasme au début. Hein. Et du coup, ils ont essayé de me faire redescendre. Il dit non mais attends, Charline, attends, c'est bien, hein, mais regarde ton état, hein, t'es fatiguée, t'as pas fait d'école de commerce, tu connais personne, t'as pas de réseau. Voilà, ils ont essayé d'être gentils, ils ont essayé de me faire comprendre que c'était impossible. J'avais pété un plomb, quoi. Et moi, je leur ai dit, mais en fait, j'ai pas d'autre option. Donc, je vais le faire. Donc à partir de là, si tu veux, je me suis passée dans un autre mode. Foutu pour foutu, on n'est pas à l'abri d'un miracle. Bah ouais. C'était ça, tu vois. Et donc je me suis lancée, et quand je raconte ça aux gens, ils hallucinent. Je dis, mais moi je suis allée sur Google et j'ai tapé comment créer une entreprise, association pour aider les entrepreneurs, les jeunes femmes entrepreneuses, et j'ai tapé à toutes les associations. Et c'est pour ça que je dis toujours, faut jamais avoir honte d'aller demander de l'aide. Parce que c'est une force, en fait. Oui, ça fait partie de l'affirmation de soi. C'est vrai. Exactement. C'est marrant, j'en parlais hier avec un prospect client. Il me dit, ah ouais, les gens, ils aiment pas les gens qui se plaignent. Je lui dis, t'as raison, parce que se plaindre, c'est de la manipulation. C'est une façon non formulée de demander de l'aide. C'est-à-dire que tu veux demander de l'aide, mais tu ne la demandes pas clairement, donc tu préfères te plaindre. Donc ça agace les gens. Oui. T'as raison. Alors que quand tu demandes de l'aide, c'est pas de la manipulation, c'est clair et net et précis, c'est une demande. Ouais, et puis c'est contre-productif parce qu'en te plaignant, tu espères, tu imagines que quelqu'un va dire « Oh, dis donc, c'est pas de chance, ça, oui, c'est pas cool, allez, viens, je vais t'aider. » Mais le truc, c'est que chacun a déjà ses problèmes. Et c'est plus comme quand on était enfant, on tombait, on pleurait, maman venait, quoi. Là, donc les gens se plaignent. Et finalement, tu les fatigues. Et donc, au lieu d'avoir de l'aide, tu as du rejet. Donc, c'est encore pire. Donc, c'est terrible. Ouais. Ou alors des sauveurs, des persécuteurs. Donc, c'est pas forcément mieux parce qu'on se met en victime, finalement. Ouais, exactement. Ouais. Non, c'est vraiment... la leçon que j'ai eue, tu vois, à ce moment-là, ça faisait 10 ans que j'étais malade, complètement désespérée. Et là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, ça s'arrange pas. Il n'y a pas de solution qui arrive. Et j'attendais, moi, qu'un médecin, quelqu'un, tu vois, me dise, écoutez, vous prenez ce traitement, puis ça va aller. Ou, écoutez, on va faire une rééducation. J'en ai fait plein. Rééducation vestibulaire, de la déglutition, de tout, des trucs vraiment que je savais même pas que ça existait. Et ça marchait pas. Et j'ai dit, mais en fait, personne ne peut m'aider. Donc, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je m'aide moi-même. C'est le début de... Ça c'est compliqué. Quand tu as passé des années à te rejeter, à te dire que tu es nul, que tu sers à rien, que tu te rejettes et là tu dis il va falloir que je m'aide moi-même, il va falloir que je m'accepte. Mais en même temps, tout le reste ne fonctionne pas, donc tu dis oui, mais c'est ta dernière option et c'est la seule que tu n'as pas encore testée. Mais j'ai pas envie, vraiment pas. Donc il a fallu commencer. Et j'avais vraiment, tu sais, le truc, oui, mais si je veux réussir mon entreprise, il va falloir que j'avance. Pour avancer, il va falloir que je me prenne comme je suis. Si je continue de me rejeter, on va pas y arriver. Hein. Et donc, je me suis pas dit, tu sais, comme tu entends des fois en dev perso, oui, il faut s'aimer, il faut être indulgent, il faut s'accepter. C'était impossible, vraiment impossible. Je voyais que c'était à peu près, c'était un objectif à atteindre, mais pour moi, c'était pas possible. Et donc, je me suis dit... Si je commençais déjà
par éventuellement me tolérer un tout petit peu. On va voir si on peut mettre en place une sorte de cohabitation avec moi-même. Et j'ai commencé à tester ça. Et je me suis dit, mince, ça a l'air de fonctionner. Tu vois ? Tu cohabitais entre quoi et quoi ? Entre mon envie d'avancer, de réussir, de m'en sortir dans la vie, de sortir de cette dépendance. Et en même temps, ce côté de moi sombre, tu sais, qui me disait, mais de toute façon, t'es nul, tu sers à rien, t'arrives même pas à faire le minimum dans ta vie, t'es incapable, t'es un boulet, tu vois. Donc j'avais vraiment ce paradoxe en moi, t'inquiète, on va tout péter, quitte à avoir... Enfin, tu vois, c'était ça aussi, je me disais, si je peux pas avoir une vie ordinaire, eh ben, je vais me créer une vie extraordinaire. Mais en même temps, j'avais l'autre partie de moi qui arrêtait pas de me ramener en arrière, mais t'es nul et tout. Donc il fallait que j'arrive à faire cohabiter ces deux parties. J'en ai tellement sous le coude à te sortir. Du coup, comment ça a commencé l'aventure charisme, communication ? C'était ton premier business tout de suite ? Non. J'ai d'abord eu une première entreprise. Quand j'ai décidé, si tu veux, de devenir entrepreneuse, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire ? Là, j'étais vraiment, tu sais, tu te dis, pour construire... Okay. Ouais, tu sais, il faut tout péter pour reconstruire. Je dis, là, c'est le néant. Donc, j'ai accepté cette période de néant. Je me suis dit, ce qui est chouette quand c'est le néant, c'est que tout est possible quelque part. Et j'ai toujours eu une passion pour les robes de mariée depuis que je suis gamine. Et maintenant, je comprends que c'est dans le sens où une femme se transforme ce jour-là. C'est ça qui, tu vois, je me dis, une personne finalement lambda, elle devient la star du jour, elle rayonne, tu vois, c'est ce potentiel où tu dis waouh. Et donc, je me suis dit, je vais créer une entreprise de robes de mariée. Cette première entreprise, si tu veux, ça a été en même temps magnifique, mais en même temps extrêmement difficile. Et du coup, ensuite, t'as bifurqué sur le coaching combien de temps plus tard ? Après 3 ans d'activité, je faisais des salons du mariage, des shootings, tout ça. Et puis j'ai eu ma fille, mon premier enfant, parce que j'en ai 2 maintenant. Et c'était un peu un miracle, tu vois, avec mes problèmes de santé. Je savais même pas si j'allais être capable d'être enceinte, enfin tout ça, tu vois. Et au moment où j'accouche, tout explose. Je me dis, attends, mais tu sais, l'espèce de prise de recul de la femme quand elle est enceinte, la grossesse, t'es un peu dans un délire, tu vois, et t'es un peu dans un monde parallèle. Et là, je me suis dit, attends, j'ai tout donné pour monter cette entreprise. Je me suis battue comme une lionne. J'ai appris. Maintenant, je sais vendre, je sais avoir une attitude professionnelle, je sais convaincre. J'avais développé mon intelligence émotionnelle. Je sais négocier. J'ai géré forcément des tensions, des conflits. Surtout dans le mariage, je te dis pas, c'est toujours beaucoup d'émotions. Ok, est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans ? Non, parce qu'en fait, je m'étais enfermée en cherchant ma liberté et me soulager de tout ça. Je m'étais enfermée dans un truc hyper stressant, beaucoup de pression. Toute la pression était sur mes épaules. Je dis, mais non, il faut que je devienne un cœur de pierre pour me détacher de tout ça. Parce que sinon, mes clientes me bouffent, quoi. Tout ça me bouffe émotionnellement. Donc, il faut que je devienne très dure et que je sois détachée. Mais j'ai pas envie de ça. C'est pas moi. Soit, non, en fait. C'est tout. Tu vois, je me suis dit, en fait, je suis pas moi-même. Deuxième petite période du néant à ce moment-là. D'accord. C'est important, les périodes du néant. Oui, c'est constructif. Avec plaisir également. C'est vrai ? Ouais. Bon, faudrait que tu nous le racontes. Avec plaisir. Mais du coup, aujourd'hui, alors, ça fait combien de temps que tu fais ton activité actuelle de coach et de formatrice ? Alors officiellement, j'ai commencé en 2019, mais à cette époque, j'étais salariée. J'ai fait hôtesse d'accueil. Et un jour, je regarde tous ces gens passer, parce que j'étais au crayon, tu sais, de la Part-Dieu. C'est le crayon emblématique de la Part-Dieu, à côté de la gare. Donc 2000, à Lyon. 2000 salariés qui passent, matin, midi et soir. Et donc, toi, tu es là, à ta banque d'accueil, et ton job, c'est d'être belle et de sourire. Et donc, je l'ai regardé. Et puis, tout ce que j'avais appris sur le terrain pendant ma première entreprise, je m'étais donc formée au langage corporel, tu vois, comment se positionner pour être convaincante. Donc, j'avais vraiment avancé sur ces compétences, comment s'habiller. J'avais fait une formation de conseil en image aussi, puisque mon concept de robe de mariée, c'était avec du conseil en image. Donc, j'avais tout ce bagage
dont j'avais pas vraiment conscience, tu vois. Et puis je regarde les gens passer comme ça. Je dis, oh là, lui, il est stressé. Oh là, elle est pas bien. Ou elle est en colère, elle. Oh là, ça c'est un chef. Et je disais à mes collègues, ça, lui, je sais pas qui c'est, mais je suis sûre qu'il est en haut de la hiérarchie. Et je commençais à me régaler parce que, en fait, j'observais les gens toute la journée. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais tout ce que j'ai appris, moi, ils le savent pas, ces gens. Parce que, tu sais, pendant 10 ans, moi, j'étais en dehors de la société, j'avais pas du tout conscience de ce que les gens avaient pu apprendre au collège, au lycée, dans leur vie normale, quoi. Et je croyais que je m'étais juste remise à niveau, en fait. Je pensais que j'étais juste comme les autres, maintenant. Et là, j'ai réalisé que tout ce que j'avais appris, mais vraiment avec de la boulimie d'apprentissage, pour compenser, tu sais, quand t'as le syndrome de l'imposteur, tu penses que t'es nul, t'en fais beaucoup plus que les autres. Et là, je me suis dit, mais attends, en fait, ils sont pas au courant. Il sait pas, lui, qu'en marchant comme ça, il est pas du tout convaincant. Elle sait pas, elle, que ça se voit qu'elle est stressée, mais lui, il sait pas qu'il fallait pas s'habiller comme ça. Et je me suis dit, mais mince, mais il faut leur dire, tu vois. Et donc, c'est comme ça que l'idée a germé. Et du coup, aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube, c'est ça ? Oui. Où tu parles de quoi, principalement ? Alors, principalement, ça tourne vraiment comment augmenter son charisme, comment se faire respecter, comment parler avec impact. Toutes les choses que j'ai dû apprendre moi-même pour trouver ma place. Et tu viens d'écrire un livre. Il est sorti quand, celui-là ? Il est sorti en juin. En juin 2024. Waouh. Et du coup, c'est un cadeau pour moi. Oui, c'est pour toi. Et du coup, il y a écrit « Vous êtes trop gentil », donc je suis trop gentil. On va en parler. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un peu est-ce que je suis trop gentil, moi ? Comment je peux savoir si je suis trop gentil ? Alors, comment on peut savoir ? Déjà, si le titre interpelle, c'est un indice. Parce qu'une personne qui n'est pas trop gentille, elle dit bah non, moi je suis pas trop gentille, hein, si ça va pas, je le dis. La personne qui sait s'affirmer, qui sait poser des limites, qui sait dire non, qui est ambitieuse, elle va pas avoir, ça va pas résonner chez elle. En revanche, une personne qui est trop gentille, elle a ce doute. Elle sait bien que peut-être que les autres exagèrent, peut-être qu'elle devrait parfois mettre le haut là. Peut-être qu'elle a du mal à prendre sa place, peut-être que, tu vois, il y a un truc comme ça. Et quand il y a un doute, donc le titre, il y a pas de résonne, en fait. Ouais. C'est intéressant, ça. Ouais, ok. Et du coup, mais c'est quoi les indices alors si je suis trop gentil alors, les indices déjà, c'est que en général, les gens te le disent. Ouais, mais toi de toute façon, t'es trop gentil. Non, mais toi de toute façon, je savais que t'allais dire oui. Tu vois, il y a déjà ça, c'est en version soft. Après, l'autre indice, c'est quand tu subis souvent du chantage affectif. Tu vois, on veut te faire changer d'avis, on veut te convaincre. C'est quoi le chantage affectif ? Eh bien, pour t'influencer, te convaincre, on va appuyer là où ça fait mal. On va te faire culpabiliser. On va te dire que si tu le fais pas, ça va être un problème à cause de toi. Ou on va te dire que ça nous rend triste ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ou on va même te faire des menaces. Bah, écoute, si c'est ça, je t'appellerai plus. Donc c'est de la manipulation. Et en fait, souvent, ce qu'on ne perçoit pas, c'est que on croit que quand on est trop gentil, on croit que les autres sont juste méchants et on comprend pas pourquoi ils sont méchants. Et on n'a pas conscience que c'est à nous de les stopper. Tu vois, c'est vraiment le côté « j'espère que je vais tomber sur quelqu'un de gentil, j'espère que ça va bien se passer ». Mais entre les êtres humains, ça se passe pas comme ça. Tu croiseras tout type de profil dans ta vie et si tu sais pas déceler ça ou tu sais pas mettre la limite pour te préserver, tu vas te faire manger, quoi. Mais ça, c'est pas facile à accepter. Et donc les signes, donc il y a chantage affectif, ça c'est en lien. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, il y a la difficulté de dire non et du coup l'impression de subir les demandes des uns et des autres. Je dis mais c'est pas possible, ils exagèrent tout le temps. Ou se dire mais attends, ils devraient savoir, ils devraient comprendre. Tu vois ? On attend spontanément que la limite qui est invisible, parce que chez nous, voilà, quand on est trop gentil, on n'en a pas. On attend que les autres le fassent d'eux-mêmes. Et après, on est très déçus de voir que, bah non, ils exagèrent. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Non, malheureusement. Et comment je fais pour justement éviter ce chantage affectif ? Par exemple, pour prendre le cas du chantage affectif, comment ça je fais si quelqu'un me dit ouais, mais c'est quoi les exemples que tu as donné ? Je te parlerai plus, ou je t'appellerai plus, ou tu vas me décevoir. Ouais, ce genre de choses. C'est quoi la réponse à ça ? Alors la réponse, c'est déjà être clair avec soi-même. Parce que souvent, quand on est trop gentil, qu'on n'arrive pas à s'affirmer, on manque d'estime de soi.
On pense qu'on n'a pas assez de valeur, qu'on est moins bien que les autres. Donc souvent, c'est inconscient et on ne sait même pas pourquoi on pense ça. Et parfois, on n'est pas conscient qu'on pense ça de soi-même. Là, il y a vraiment différents niveaux. Différents niveaux de conscience. Ouais. Et donc, quand quelqu'un nous fait du chantage affectif, pour pas tomber dans le panneau, c'est de se dire, attends, mais moi, je veux quoi d'abord ? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon pour moi ? Et vraiment être au clair avec soi-même, se faire une réunion. Si la personne insiste... Réunion avec soi-même. Ah ouais, mais ça, c'est... Un point zoom. Exactement. ça change tout, tu vois, parce que sinon, tu es tout le temps tourné vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va en penser ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et tu as toujours peur, en fait, de l'attitude des autres. Mais il faut d'abord être clair avec soi-même, se dire, attends, non, là, je vais lui dire non, parce que ça m'arrange pas, parce que ça me met en porte-à-faux, parce que ça va me mettre en difficulté, parce qu'il exagère. Et donc, c'est d'abord être au clair avec notre propre situation, ce qu'on en pense. Une fois que tu as ça en tête, c'est avoir la capacité à reconnaître le chantage affectif. Dire, attends, mais... alors, dans ta tête, tu te dirais, mais il n'est pas un peu en train de me faire du chantage affectif, là ? Il n'est pas en train de se foutre de moi ? Le poisson, il ne sait pas ce que c'est l'eau. Oui. Parce qu'il est dans l'eau. Il nage dans l'eau. Donc, la personne qui est habituée au chantage affectif, il ne le voit même pas venir. Ah non. Donc, comment tu fais au début pour reconnaître c'est quoi les règles du jeu, ou qu'est-ce qui fait qu'on a... Que tu sens venir le chantage affectif, qui que fait tu le reconnais ? Qu'il a lieu, qu'il a lieu. Alors, s'il a lieu, si tu veux, c'est que l'autre en face, quelque part, voit qu'il y a une porte, il y a une faille, et tu as la porte entrouverte et il peut mettre le pied. Parce que c'est pour ça que je parle de charisme. Parce qu'une personne qui a du charisme, alors c'est sur plein de paramètres que ça se joue sur un effet global à la fin, mais ces personnes avec du chantage affectif ne vont pas le faire avec n'importe qui. Parce que si elle voit, elle sent que toi, tu es réglo avec toi-même, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu as tes limites, toute ta communication le transcrit, tu vois, ça l'illustre. Ta façon de te tenir, ta posture, ton regard, l'expression du visage, ta façon de réagir, de respirer. Et donc, la personne en face, elle va se dire, inconsciemment, bon, il n'y a pas moyen. C'est non, elle ne le fera pas, ou c'est mort, je peux pas, ça ne va pas marcher. En revanche, une personne qui manque d'estime d'elle-même, qui se dit, moi, il faut que je sois là pour les autres, pour pas qu'on me rejette, ou il faut que je sois disponible, il ne faut pas que je leur dise non, sinon... ils vont me rejeter et j'ai peur de ça. Voilà, tout ça est inconscient, c'est un vrai flou artistique, c'est pour ça que c'est compliqué. Eh bien, dans sa communication, ça va se sentir. On va sentir que, tu vois, elle n'est pas sûre d'elle, la personne, que ça va pas être bien clair. Et donc, on va sentir qu'on peut se faufiler. Et la personne va tester. Bah ouais, parce que tu comprends, si t'es pas là, pour moi, ça va être hyper compliqué. Et si toi, en face, tu réagis en mode « Ah mince !» oh là là, c'est la cata, c'est de ma faute. Ah, tu crois que tu pourras pas le faire sans moi c'est bon, on peut y aller, on enfonce le clou. Bah ouais, attends, d'habitude, ouais, mais je sais pas comment je peux faire. Et donc là, en fait, c'est open bar. La personne peut nous manipuler, peut nous influencer. Voilà, elle voit que ça prend en face. En revanche, si tu réagis... Parce que ça m'interpelle les exemples que tu m'avais donnés tout à l'heure, genre... j'arrêterai de t'appeler, ou c'était quoi ? Ouais, si c'est ça, si tu viens pas, j'arrêterai de t'appeler, quoi. Ok. Non mais c'est vrai, c'est la seule bonne réponse en fait, c'est cool. C'est parce que... Oui, mais ça c'est quand t'as confiance en toi, que t'as de l'estime et que tu te dis, si la personne elle est prête à ne plus me parler parce que je lui donne pas ce qu'elle veut à ce moment-là... c'est moi qui vais plus t'appeler. Déjà, qu'est-ce que ça dit de notre relation ou de notre amitié ? Ouais. Et en plus, qu'est-ce que ça va être si je dis oui et ça va jamais s'arrêter en fait. Exactement, mais ça, si tu veux, tu as conscience de ça quand t'es bien, tu vois. Mais quand t'es dans la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur du regard des autres, la peur d'être mal jugé, la peur d'avoir des reproches, la peur, tu vois, qu'on te dise que t'es une mauvaise personne, que t'es pas gentil, que t'es égoïste, etc. Tu fais tout pour pas que ça se déclenche et qu'il n'y ait surtout pas de tension ou qu'il n'y ait pas de conflit naissant. Parce que quand tu dis, écoute, tu m'appelles plus, soit ça coupe les ponts, soit la personne commence à, tu vois, ça peut monter, tu vois. Mais t'es fort sur tes appuis, t'es serein, tu te dis, de toute façon, moi aussi, je vais te dire ce que j'en pense, tu vois. Ouais. Et voilà, et c'est tout, mais parce que t'as confiance en toi. L'autre que j'ai bien aimé, c'était quoi ? Je vais me sentir mal, c'est ça ? Si tu fais pas ça, ils vont se sentir mal, je sais pas. Ouais, je serais pas bien si t'es pas là, je vais me sentir je serais pas bien. Ouais, qu'est-ce que t'en penses de celle-là je vais me sentir pas bien, je vais me sentir seul si t'es pas là. Aujourd'hui, j'aurais envie de répondre, mais je ne suis pas responsable de ton état émotionnel, tu vois. Ouais. Mais
Bon, je dirais pas parce que j'ai trop de Oui. diplomatie, mais tu vois, il y a toujours ce truc de faut être bien Oui. élevé qui reste là. Mm. Mais avant, j'aurais été en mode sauveuse. Ah, mais non, mais je veux surtout pas que tu souffres à Ouais. cause de moi. Je suis vraiment désolée, mais je vais tout faire pour. Oh là là, catastrophe. Catastrophe, ouais. Ouais. Ça me mérite l'épaule rien que d'entendre tout ça. Ouais, non, mais c'est terrible. Hein. Ouais, où il y a le fameux OK. Bah, tu vas te sentir mal. Ouais, écoute, C'est- mais quand t'es dans ce Mm. brouillard, t'as même Mm. pas conscience de ça. Et c'est fou. Parce que du coup, t'es complètement. Tu cours après les gens, tu passes à côté de ta vie, Mm. juste par peur C'est de. peut-être d'être pas ça le seul. danger finalement. De... Passer à côté de sa vie. Ah, complètement. Passer sa vie à vouloir faire plaisir aux autres. Exactement. Mhm. Et c'est même pas en plus un truc d'altruisme ou de générosité. C'est que sinon. Oui, parce que là aussi, ça pique un peu. Mm. On se dit, bah moi, je suis trop gentille. C'est quand même bien, non? C'est hyper positif. Je suis là pour tout le monde et tout. Mm. Mais la vraie question, c'est pourquoi t'es trop gentil? Mm. Dis-moi. Trop, c'est quoi l'excès? Pourquoi tu as besoin d'être trop gentil? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton besoin psychologique derrière? Mm. Ah ben, peut-être que j'ai peur qu'on me dise que je suis égoïste, j'ai peur qu'on me rejette. Peut-être que quand je suis très gentille avec les autres, je me sens un peu sauveur, je me sens utile. On me dit que je suis quelqu'un de bien, donc ça me nourrit. Peut-être que je recherche l'amour et la reconnaissance des autres, l'acceptation des autres, chose que je n'obtiens pas de moi-même, donc je la recherche forcément chez les autres, et du coup, bah, Il faut remplir. Ouais, et je suis prêt à vendre mon âme, à me prostituer quelque part psychologiquement pour faire plaisir, Ouais, et du coup je passe à côté de ma vie. exactement. C'est vraiment, j'ai un vide abyssal au fond de moi, et en étant très gentil... Au final, c'est de la manipulation. En fait, le trop gentil, c'est un manipulateur. Et c'est très dur à entendre par le gentil C'est horrible. en général, parce que lui, il se dit gentil, il est convaincu que non, Ah oui, mais c'est gentil. Mais en réalité, quand tu es trop gentil, tu manipules. Parce que tu n'es pas toi-même. ouais, exactement. Et ça dépend aussi de la définition qu'on a de gentil, parce que la gentillesse, c'est une qualité, je trouve. Mais Oui. le fameux trop gentil, c'est quelque part, c'est que tu fais plaisir au final, c'est ça? Ouais, parce Il y a un amalgame avec ce mot, hein. Il est un petit peu... Je sais pas ce que tu en penses, Ouais. mais je trouve qu'en français, il y a... C'est pour ça dernièrement, on parle de bienveillance, Mhm. pour essayer d'écarter les deux, donc la bienveillance qui n'a pas forcément... qui est une gentillesse qui vient du cœur, finalement, Oui. sans forcément chercher à manipuler. Ouais, et puis tu sais, à force d'accompagner des personnes, il y a un mot aussi qui est arrivé, c'est la sagesse, Hmm. tu vois. C'est de se dire, mais en fait, j'ai envie d'atteindre un niveau de sérénité, d'apaisement, d'être gentil dans ma vie parce que c'est important pour moi, parce que j'ai envie d'aller, voilà, je suis là-dedans, mais d'être dans la sagesse, tu vois, même dans ta communication, comment dire, de poser un cadre, des limites, mais sans aller piquer l'autre, sans devenir méchant en fait, tu vois. Mais c'est prendre en maturité, en recul, en sagesse, et te dire, bah peut-être que j'étais gentille à l'époque, mais en mode je me consumais, je me faisais ronger de l'intérieur parce que j'avais plein de peur. Mais en fait, on peut être gentil, mais d'une manière saine. Et aussi, ce qui est important, c'est que si aujourd'hui il y a des personnes qui se sentent trop gentilles et qui nous écoutent, je voudrais absolument pas qu'elles se disent bah en fait je suis une personne qui manipule par mon excès de gentillesse et c'est pas bien, c'est parce que j'ai des insécurités, en fait je suis nulle. Non, tout le monde a des insécurités, des blessures, chacun a son parcours. C'est juste d'en être conscient pour ne pas rester victime de ça et comme on disait passer à côté de sa vie quoi.